Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Alors normalement on dit quand le bâtiment va, tout va. D'ailleurs il va plutôt bien le bâtiment. Mais alors quand les banques vont, tout va aussi. On est avec Philippe Brassac, le directeur général du Crédit Agricole. Bonjour. Bonjour. Vous avez publié il y a une demi-heure. Merci d'être déjà sur ce plateau. Vos résultats trimestriels. Et effectivement, vous avez multiplié par 2 votre bénéfice au premier trimestre à 1,75 milliard d'euros. Et puis le produit net bancaire, l'équivalent du chiffre d'affaires, a progressé de 8% sur un an. Vous êtes maintenant à 9 milliards d'euros. La crise, quelle crise? Je pose la question quasiment tous les jours en ce moment. Bon, en fait, ce sont des résultats très solides, c'est un fait, mais je voudrais souligner qu'ils sont surtout très réguliers. Et ils sont réguliers parce qu'ils sont liés à un modèle. Ce modèle à la française, et particulièrement pour le Crédit Agricole, c'est la banque universelle. C'est-à-dire qu'on présente à nos clients l'épargne, le crédit, l'assurance, les solutions en immobilier, de la télésurveillance aussi. Et c'est important, on le fait partout, sur tous les territoires et pour tous. Vous voulez dire que vous avez des amortisseurs qui permettent que quand les marchés vont moins bien, que votre... Amortisseur, c'est un peu péjoratif, c'est que cette volonté d'être universel, d'être là en permanence, surtout et pour tous, des plus fortunés aux plus modestes, c'est très puissant, c'est très fort et c'est très régulier. Vous dites que vous êtes plus solvable notamment que vos concurrents finalement. Avec 17,3% de ratio de fonds propres sur les encours de risque, c'est fait partie des meilleurs mondiaux, dire comme ça. Vous dites que la sortie de crise se joue maintenant. Ce que nous on voit sur ce plateau, c'est que cette sortie de crise, elle va se jouer en fonction de l'arrêt des aides de l'État. C'est ça, c'est ce passage qui est compliqué dans les semaines, dans les mois à venir. Oui, mais il faut bien comprendre la nature de ces aides de l'État qui sont massives. Bercy a chiffré que les aides directes aux entreprises, au milieu économique en 2020, c'était au moins 77 milliards d'euros et probablement entre 77 et 150 milliards d'euros si vous rajoutez les effets indirects de report de cotisation. Donc c'était une intervention massive. Oui. Mais cette aide-là, c'est pas de la survie artificielle, c'est de la compensation temporaire du manque de chiffre d'affaires lié aux mesures sanitaires. Lorsque les mesures sanitaires se lèvent et qu'au fond le business peut reprendre, ces aides peuvent refluer théoriquement sans mettre en risque l'économie. Le but des aides, c'est pas de reporter des faillites, c'est de les éviter. Ce que vous dites, au fond, c'est que vous n'êtes pas particulièrement inquiet sur l'arrêt progressif des aides, parce qu'elles étaient là au moment donné où on a éteint la lumière de l'économie. Maintenant, on rallume la lumière. Les entreprises qui allaient bien avant, elles ont été aidées pendant le temps qu'il fallait, elles vont repartir. Et celles qui étaient presque au bord de la liquidation, ou du redressement, elles vont reprendre le parcours qui leur a été promis. Pas inquiet, mais très mobilisé, parce que le paradoxe, c'est que ça va être plus difficile à la reprise qu'à l'entrée de crise. L'entrée de crise, les mesures ont été là pour tous, et presque, on va dire de façon généraliste, je ne vais pas dire par excès, mais en tout cas, l'application des mesures ne nécessitait pas de personnalisation très utile. À la sortie de crise, le nécessaire reflux des aides, même s'il est progressif, il ne peut pas être personnalisé. Et donc, il y a un travail nécessaire, indispensable des banques, d'avoir ces solutions, cette attention personnalisée pour vraiment revenir à la normale. Et donc, dans la sortie de crise, la personnalisation de la situation est beaucoup plus importante qu'au cœur de la crise. Ça se traduit comment, une personnalisation ? Ça se traduit par le fait qu'il faut vraiment accompagner chacun sur leurs besoins de report d'échéance possiblement, de complément de ligne de crédit, tout ce qui fait Est-ce que ça peut aller jusqu'à l'annulation de la dette? Parce que Bercy travaille dessus en ce moment. On a eu un sujet dans le journal de Thomas Asportas là-dessus. Le ministre de l'économie l'avait évoqué. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, pour que, dans certains cas, pour des entreprises qui vont plutôt bien, qui ont une bonne trajectoire, mais qui ne vont pas bien en termes de trésorerie, est-ce que vous êtes d'accord pour annuler la dette? En fait, disons les choses simplement, une dette, ça se rembourse, surtout si vous avez de l'avenir et que vous allez bien. Sinon, vous mettez en l'air tous les systèmes et pas que le système bancaire. Il faut distinguer la vue macroéconomique des problèmes individuels. Au plan macroéconomique, c'est clair. Dès lors que l'État a massivement aidé les entreprises, les prêts garantis par l'État ont ajouté de la dette, mais quasiment autant de trésorerie. La dette nette n'a pas varié. Il n'y a pas de mur de dette spécifique à la crise Covid. Vous dites que la dette nette des entreprises n'a pas augmenté parce qu'elles ont augmenté leur trésorerie. C'est resté dans le trend, absolument. Absolument. Ce n'est pas vrai dans chaque situation, chaque dans secteur, chaque cas. bien sûr. Et donc, il y a une globalement, macroéconomiquement, il n'y a pas de mur de la dette, c'est intéressant. Il n'y a pas de mur de dette spécifique aux mesures que nous avons prises sur le Covid. Et si vous voyez la courbe de la dette nette des sociétés non financières sur 10 ans, elle est dans le trend total.
Si vous ne saviez pas qu'il y a une crise Covid, vous ne la repéreriez pas sur cette courbe-là. Et il y a peu de faillites supplémentaires dans les chiffres, les derniers chiffres qu'on a jusqu'à maintenant en 2021. François Villeroy de Galhau ne croit pas à une avalanche supplémentaire de faillites dans les mois qui viennent. Sur la suite de l'année, vous en pensez quoi ? Je crois surtout que le dispositif fonctionne. Une nouvelle fois, il n'y a pas de miracle, ça coûte très cher à l'État. Une centaine de milliards d'euros en 2020 et probablement encore beaucoup en 2021 pour aider les entreprises lorsque les chiffres d'affaires n'étaient pas là. Ça a déjà marché. Le taux de faillite est très très bas. Il est historiquement très bas. 30 000 faillites lorsque, normalement, en régime courant, on en avait plutôt 50 000. Mais il va y avoir un rattrapage ? Est-ce que ça a reporté les faillites après ? Évidemment qu'il faut espérer que non. Ouais. Il manquerait plus qu'on paie 100 milliards d'État pour soutenir les entreprises et qu'au fond, ça ne fasse que générer des faillites plus tard. La réalité, c'est que ce qui va remplacer les aides, c'est le retour à la normalité des chiffres d'affaires. Donc normalement, la réponse est non. Plus de faillites, parce que nous ne sommes pas à un niveau régulier, nous ne sommes pas à un niveau normal. On est trop bas là. Plus bas que la normale. Je ne peux pas dire ça. Non, mais on est plus bas que la normale. Et par rapport à la normale, on est plus bas, donc on va revenir vers une normalité. Vous avez au Crédit Agricole, je crois, versé 27% des prêts garantis par l'État, donc vous êtes quand même un bon baromètre de ce qui se passe. Est-ce que dans le réseau, auprès des entreprises que vous suivez au jour le jour, est-ce que vous avez des alertes ou est-ce que vous avez l'impression que pour l'instant, la situation est bien maîtrisée ? En fait, il faut revenir à ce qu'est un prêt garanti par l'État. Je rappelle que c'est un prêt qui est très souple. C'est le chef d'entreprise qui choisit par exemple de pouvoir reporter pendant 2 ans tout remboursement de capital. Ce qui veut dire qu'en 2021, un chef d'entreprise qui ne veut pas rembourser de capital, il ne fait pas. Il n'y en a aucun. C'est pas avant mi-2022, voire mi-2023. Et il y a 6 années au total. Ce qu'on constate, c'est que les chefs d'entreprise sont prudents parce que, hélas, la sortie de crise sanitaire en 2021 est un peu plus floutée que ce qu'on aurait pu espérer. Donc, ils retiennent plutôt leurs prêts garantis par l'État. Ils vont les amortir sur une période longue et ça leur permet finalement d'être moins préoccupés de cette question-là. Et la majorité, a priori, n'y a pas touché à ces prêts garantis. Mais en fait, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire au total, la macroéconomie, il y a quasiment eu autant d'augmentation de trésorerie des entreprises que de dettes. Ce qui fait que la dette nette, elle est restée stable. Dans les événements des derniers mois pour le Crédit Agricole, il y a évidemment cette offre que vous avez faite via Amundi sur l'Ixor. Vous allez renforcer justement cette manière d'être un peu une banque de tous les segments. Et puis en Italie aussi, vous avez continué de poursuivre l'acquisition, l'achat de Creval notamment. Est-ce que vous êtes une banque franco-italienne maintenant ? Nous sommes une banque franco-italienne depuis plus de 30 ans. Encore plus que... Oui, nous sommes installés en Italie depuis une trentaine d'années, mais nous sommes surtout une banque universelle, c'est-à-dire qui déploie la banque de proximité et tous les métiers du groupe. Mais est-ce que vous avez envie d'aller dans un autre pays d'Europe, comme ça, de faire une offensive aussi forte que celle que vous avez faite en Italie ? Alors, nous sommes présents en Pologne, en Ukraine, en Serbie, etc. Mais en fait, le principe du Crédit Agricole, c'est que nous sommes devenus, grâce à l'universalité, la première banque en France, de très loin, le premier assureur en France également, et nous espérons devenir un très grand banquier assureur en Europe au fur et à mesure que l'Europe se construit. Bon, l'Europe ne se construit pas à la vitesse que l'on pourrait espérer. Et pour l'instant, on peut dire que nous sommes devenus surtout une très grande banque européenne, très présente en France et en Italie. Les banques européennes qui ont pratiqué, on en a parlé avec le gouverneur, un premier stress test climatique, il y a un vrai risque quand même systémique. Alors le stress test montre que vous êtes solide, mais est-ce que effectivement le réchauffement climatique, les incidents, vous êtes assureur aussi, les catastrophes naturelles, est-ce que ça vous préoccupe aujourd'hui pour votre santé financière ? Oui, mais pour l'ensemble de la société, pour l'ensemble de l'économie, les banques, comme vous le disiez, sont très représentatives de l'économie. C'est pas nous qui sommes plus menacés que l'économie, c'est toute l'économie qui peut être menacée par le risque climatique. Donc nous sommes préoccupés d'agir le plus possible pour aider à ces transitions-là, pas simplement pour nous sauver nous, mais pour que la transition se fasse. Et vous faites attention dans vos investissements, par exemple via Amundi, est-ce que vous achetez là où vous investissez, est-ce que vous avez donné des consignes justement pour lever un peu le pied sur les énergies non renouvelables ? On va vers ce qu'on appelle de la soft influence, c'est-à-dire que tous nos encours d'Amundi sont notés ESG, c'est-à-dire une classification qui permet aux investisseurs de repérer les impacts en tant que tels. Et sur Crédit Agricole CIB, qui est notre banque des grandes entreprises, on applique une note de transition climatique à toutes nos entreprises clientes, non pas pour les diagnostiquer ou les sanctionner, mais pour travailler, pour dialoguer avec elles sur leur propre transition climatique sur le long terme. Merci beaucoup, Philippe beaucoup Brassac, directeur général du Crédit Agricole, président de la Fédération bancaire française également, d'avoir été avec nous sur ce plateau.